La République de Platon, traduction et introduction par Robert Bakou, suite de l'introduction, 4, la première partie, le prologue, suite. Un premier examen de la notion de justice semble montrer que cette vertu consiste à dire la vérité et à rendre à chacun ce qui lui est dû. Est-ce là toutefois une définition satisfaisante ? Le vieux Céphale ne s'en préoccupe pas. Il se retire pour procéder à un sacrifice domestique, après avoir institué son fils Polémarque, héritier de la discussion. Celui-ci reprend la thèse soutenue par son père et consent à l'approfondir avec Socrate. De prime abord, il apparaît que la notion de chose due est insuffisante et qu'il faut la compléter. On peut le faire en précisant que la justice consiste à rendre à chacun ce qui lui convient, car c'est là précisément ce qui lui est dû. De la sorte, on doit faire du bien à ses amis et du mal à ses ennemis. Mais dans quelles circonstances ? Nous voyons certes que le médecin peut être utile à ses amis et nuisible à ses ennemis lorsque les uns ou les autres sont malades. Le pilote de même quand au cours d'un voyage il se trouve exposé aux dangers de la mer. Mais le juste, en quelle conjoncture exercera-t-il son art si, comme on le suppose, la justice est un art ? En temps de guerre sans doute avancera-t-on, soit, mais en temps de paix. Si l'on répond dans les affaires et le commerce, on n'aura raison qu'à moitié, car le conseil et le concours d'un homme juste ne sont utiles que pour conserver une chose et non pour s'en servir. Quand on veut par exemple mettre en sûreté un bouclier ou une lyre, on les confie à un homme juste, parce qu'on sait qu'il vous les rendra. Mais quand on veut se servir de ces objets, on s'adresse à un maître d'armes ou à un musicien. Ainsi conçue, la justice ne possède qu'une vertu négative. Bien plus, en poussant ce raisonnement jusqu'à ses conséquences extrêmes, on aboutit à un paradoxe. De même, en effet, que le médecin est l'homme le plus habile à se garder d'une maladie et à l'inoculer aux autres sans qu'ils le sachent, de même le juste est à la fois l'homme le plus apte à conserver un dépôt et à le dérober, car toute habileté enferme une double puissance et s'exerce en faveur du mal comme en faveur du bien. D'ailleurs, notre première définition de la justice n'a pas été parfaitement élucidée. Qui prenons-nous en effet pour amis ? Ceux qui nous paraissent bons ou ceux qui le sont réellement ? Il est impossible de nier que la plupart d'entre nous se trompent sur ce point, étant incapables de discerner les défauts que dissimule trop souvent une vertu de surface. Mais s'il en est ainsi, si sans le savoir nous avons des méchants pour amis et des hommes bons pour ennemis, devons-nous être utiles aux uns et nuire aux autres sur la foi d'une apparence qui n'est qu'illusion ? Aucun homme sensé ne l'osera soutenir. Aussi faut-il rectifier la définition proposée et dire qu'il est juste d'une part de nuire aux méchants et d'autre part d'être utile aux bons. Mais ce n'est là qu'une conclusion provisoire et dont la remarque suivante va nous montrer la fragilité. Tout animal devient meilleur dans sa vertu propre par de bons traitements. De même, l'homme dont la vertu est propre est la justice. Par conséquent, celui qui aime la justice doit être bon et ne nuire à personne, pas plus à son ennemi qu'à son ami. Conclusion supérieure aux précédentes, mais négative, le problème reste posé. Ainsi, Polémarque a été amené à modifier peu à peu sa thèse initiale. La victoire de Socrate, bien que facile en vérité, ne pouvait manquer d'impatienter l'orgueilleux Thrasymachie. Depuis un moment, il brûle d'intervenir dans ce dialogue où les interlocuteurs se font mutuellement tant de concessions qu'on les pourrait croire complices. À la fin, n'y tenant plus, il se lance dans la discussion sous les regards effrayés de l'auditoire, tel un fauve dans un combat. Après quelques passes préliminaires, au cours desquelles l'ironie de Socrate agit sur lui comme un aiguillon, il définit la justice, l'avantage du plus fort. Dans chaque cité, le gouvernement qui est l'élément le plus fort recherche son propre avantage et l'assure par des lois. La justice pour les gouvernés consiste à obéir à ces lois.
Mais, demandera-t-on avec Socrate, les gouvernants connaissent-ils de façon infaillible leur propre avantage ? Il ne le semble pas. Et si les gouvernants se trompent, les gouvernés n'en sont pas moins obligés d'obéir, autrement dit de coopérer à une œuvre désavantageuse au plus fort. La définition de Thrasymachie se révèle donc contradictoire. Ici, on peut objecter que Socrate a mal interprété la pensée du célèbre rhéteur. Clitophon prétend qu'il a voulu dire que la justice est ce que le plus fort croit être son intérêt, et non pas cet intérêt même. Quant à Polémarque, il pense que Thrasymachie a simplement identifié la justice avec l'obéissance au gouvernant. Mais si ni l'un ni l'autre n'ont raison, tout artisan dit en substance le sophiste, mais ni l'un ni l'autre n'ont raison. Tout artisan dit en substance le sophiste en tant qu'il fait usage de son art ne se trompe pas. De même, un gouvernant en tant que gouvernant ne saurait faillir. Quand il commet une faute, il la commet comme simple particulier et non comme gouvernant, car, à parler rigoureusement, l'exercice d'un pouvoir aussi bien que celui d'un art a des limites précises, celles-là même où ce pouvoir cesse de s'exercer avec compétence. La distinction est subtile. Pourtant, observe judicieusement Socrate, on est obligé de convenir que tout art a un objet propre qui lui est inférieur et avec lequel on ne peut le confondre. Or, n'est-ce pas l'avantage de cet objet qui se propose d'assurer, puisque lui-même en tant qu'art est sans défaut et se suffit parfaitement ? Remarque embarrassante, pour tout autre que pour l'homme hardi à la lutte, le sophiste prompt à se faire une arme de tout bois. Le raisonnement amorcé vient de se révéler dangereux. Sans le poursuivre plus avant, ayons recours à une analogie qui confondra l'adversaire. Le naïf Socrate croirait-il que le berger n'a en vue que l'intérêt de ses moutons et non le sien propre ? Ne cherche-t-il pas plutôt à tirer d'eux tous les avantages possibles ? Aussi bien la justice est-elle un bien étranger, allotrion agatho, le bien de celui pour qui elle est pratiquée et un préjudice propre, en grec oikeia blaben, le préjudice de celui qui la pratique. Si l'on en doute, que l'on établisse un parallèle entre le sort que la vie publique réserve à l'homme juste et faible d'une part, et d'autre part à l'homme injuste et fort. Que l'on considère surtout le cas typique du tyran, qui, sachant s'élever jusqu'à la suprême injustice, goûte le suprême bonheur. Cette violente diatribe n'émeut point Socrate. Tout art en tant qu'art, a-t-il été dit, se suffit à lui-même. L'art du berger, pas plus que celui du médecin, ne saurait donc viser son avantage propre. D'ailleurs, une autre question se pose. Doit-on regarder le pouvoir politique comme un privilège ou comme un fardeau ? Ceux qui assument des charges privées dans la cité reçoivent un salaire, précisément parce que l'exercice de ces charges profite à d'autres qu'eux. Il existe donc un art de mercenaire qui s'ajoute à tous les autres arts, mais qui reste différent d'eux. En politique, il en est de même. Pour que les meilleurs gouvernent, il faut qu'ils reçoivent un salaire sous forme de récompense ou de punition. On voit, d'après cela, que les gouvernants ne doivent pas se proposer leur bien propre, mais celui des gouvernés. Une cité parfaitement juste en fournirait un exemple très clair. Mais la notion de justice sera approfondie plus tard. Pour le moment, Thrasymachie a soulevé la question du sort réservé au juste et à l'injuste. Et d'abord, le premier est-il plus sage que le second ? Non, répond Thrasymachie, car l'injustice est habileté et vertu. Pourtant, objecte Socrate, jetons les yeux sur leurs caractères respectifs. L'un ne cherche à l'emporter que sur son contraire, l'autre sur son semblable et sur son contraire. Or, l'homme instruit dans un art ne cherche pas à l'emporter sur son semblable, mais seulement sur son contraire. Il s'ensuit que le juste est comparable à l'homme instruit et sage, et l'injuste à l'ignorant et au méchant. Mais on peut soutenir encore que l'injuste est plus fort que le juste. Fausse apparence selon Socrate. En réalité, l'injustice empêche les hommes d'agir de concert,
parce qu'elle suscite entre eux discorde et sédition. Dans l'homme même, elle divise les parties de l'âme, les dresse les unes contre les autres, et rend ainsi impossible toute action féconde qui exige leur collaboration. S'il est bien moins sage et moins fort que le juste, l'injuste est-il plus heureux? Nullement. Chaque chose en effet a sa fonction et une vertu propre qui lui permet de remplir avantageusement cette fonction. Pour l'âme, cette vertu est la justice. C'est donc grâce à cette dernière que l'âme remplira avantageusement sa fonction et par suite verra bien et sera heureuse. Au cours de cette partie de l'entretien, Thrasymachus s'est peu à peu calmé. Il a renoncé à son arrogante intransigeance du début, ce dont Socrate le félicite, non sans une pointe d'ironie, tout en regrettant que la discussion, conduite sans ordre, n'ait abouti à aucun résultat positif. Deux digressions en effet ont éloigné les interlocuteurs de la question qu'à l'origine ils se proposaient de résoudre. On a voulu savoir, premièrement, si la justice était sagesse et vertu, deuxièmement, si elle était avantageuse ou non, de sorte que l'on ignore encore l'essentiel, c'est-à-dire la nature même de la justice.